Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette seconde vidéo sur les paramètres d'une simulation, on va voir tout ce qui est en rapport avec les éléments finis. Allez, c'est parti. Ce que l'on appelle un élément fini, c'est une manière d'aller effectuer un calcul d'intégrale sur l'espace qui constitue une pièce. On va pouvoir l'utiliser pour faire de la mécanique des solides déformables, on va pouvoir l'utiliser pour faire de la mécanique des fluides, de la thermique, etc. etc. Enfin bref, la géométrie de la pièce, on va venir l'interpréter, la simuler en la remplaçant par des petits éléments pour vraiment schématiser. Ces petits éléments, on connaît bien leur comportement, donc on va pouvoir, par une somme de petits éléments, reconstituer le comportement global. C'est vraiment schématisé ce que je vous dis là. Alors au niveau de la géométrie, par exemple, on va avoir la géométrie d'un solide comme ça, et on va venir essayer de la modéliser avec des éléments finis. Donc on a différents types d'éléments finis, on a des éléments finis poutres, plans et volumiques. Alors assez souvent dans les logiciels tels que vous les utilisez vous en SI, vous ne cassez pas la tête, vous utilisez des éléments finis volumiques. L'élément fini volumique, ça va être que vous allez représenter la géométrie de la pièce par des tétraèdres qui vont venir modéliser ici le volume de la pièce. Le tétraèdre, c'est une sorte de pyramide comme ceci. Et si je représente en perspective la dernière arête, c'est une pyramide constituée de triangles qui va donc avoir 4 faces. Un élément fini plan, c'est par exemple comme ici, un triangle. Ça va être un élément fini plan. C'est-à-dire que je peux aussi représenter cette poutre-là comme une somme de triangles qui va les simuler. À l'intérieur du triangle, qui est un élément fini plan, il y a une notion quand même de profondeur pour représenter vraiment la rigidité de la poutre. A contrario, il existe des éléments finis poutres. C'est juste une barre comme ceci, avec ces deux sommets. Et cette barre, à l'intérieur, il est représenté la notion de section, que je peux représenter ici, avec toute la rigidité qu'elle va avoir. Les sommets de mes éléments, c'est ce que l'on appelle des nœuds. Et dans ces nœuds-là, c'est très important, il faut que je les connecte aux autres éléments. C'est-à-dire que si je veux rajouter un élément contigu à ce triangle-là, je ne pourrais que le faire passer par les nœuds. Je ne pourrais pas rajouter un nœud comme ça au milieu du triangle, ce n'est pas possible. Alors il existe quand même des éléments finis un petit peu particuliers, qui sont les éléments finis quadrangles, qui peuvent avoir par exemple des nœuds intermédiaires à l'intérieur du quadrangle. Il existe aussi les triangles avec des nœuds intermédiaires, mais ça reste quand même des cas plutôt rares. Le maillage doit donc représenter la géométrie du système. Eh bien, si j'ai une poutre parallélépipédique, c'est assez simple, vu que mes faces sont planes, ça va être très simple de venir représenter la poutre avec des éléments triangles et un minimum d'éléments triangles. Là où ça va être plus compliqué, c'est si une section, par exemple, est circulaire comme ceci, et que je veux représenter cette section circulaire avec des triangles. Forcément, si je mets très peu de triangles comme ceci pour représenter la section, eh bien j'aurai un problème ici qu'on appelle le problème de flèche. Une grosse erreur au niveau de ma simulation en termes de géométrie, et forcément ce que je vais calculer derrière sera erroné. Alors ce que l'on fait la plupart du temps, c'est que quand on a des formes arrondies comme ceci, on va venir rajouter des éléments. Par exemple, je pourrais faire plus d'éléments de cette manière-là. Donc ici, toujours avec des éléments triangles, et là la flèche sera donc beaucoup plus faible. Forcément, plus vous avez d'éléments, plus les temps de calcul seront élevés. Il faut garder à l'esprit que quelque chose est toujours vrai, c'est que plus vous aurez d'éléments dans votre simulation, plus les résultats seront fiables. Moins vous aurez d'éléments, moins vos résultats seront fiables. Déjà parce que vous ne représenterez pas la géométrie, et ensuite vous ne représenterez pas exactement les comportements du système si vous mettez peu d'éléments. Par contre, plus vous augmenterez le nombre d'éléments, plus les temps de calcul seront élevés, et plus ça deviendra donc compliqué avec des PC peu performants. Donc ce que l'on fait, des fois, on vient augmenter le nombre d'éléments, et bien localement. Mettons que par exemple j'ai un système qui est comme ceci,
bref, avec un effort à cet endroit-là, un appui là et un appui là, et que je souhaite le représenter avec un minimum d'éléments finis pour aller le plus rapidement possible. Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà on doit représenter la géométrie, ça va de soi, mais il va falloir que je mette beaucoup d'éléments là où il va y avoir du gradient. Le gradient, c'est quoi? C'est de la variation en fonction de l'espace. Et la variation de mon résultat en fonction de l'espace. Si par exemple j'applique un effort et que je veux connaître la contrainte, je sais que les contraintes vont beaucoup varier dans cette zone-là. Forcément, c'est la zone d'appui, là où il y a l'effort. Elles vont certainement beaucoup varier dans cette zone-là, c'est encore une zone d'appui. Dans cette zone-là, c'est une zone d'appui. Et puis dans cette zone-là, c'est ce qu'on appelle une singularité de mon maillage. Il y a un angle vif rentrant. C'est quelque chose qui va venir générer une concentration de contraintes. Donc ce que l'on peut faire, on peut demander au logiciel, par exemple, de venir faire beaucoup de petits éléments, je schématise, dans ces zones-là. J'ai des triangles qui n'en sont pas vraiment, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, dans les autres zones, des triangles un peu plus gros, c'est pas trop grave. Bien sûr qu'ils vont quand même venir se raccorder aux autres triangles. Ce que je ne fais pas forcément dans mon croquis. Donc de toute manière, il y aura une variation légère. Grâce à ça, je vais avoir une bonne précision de calcul dans les zones où il va y avoir de fortes variations, une plus faible précision de calcul dans ces zones-là, mais c'est pas grave, c'est des zones qui auront moins de variations d'effort. Ça, c'est une chose qu'il va falloir vraiment gérer pour pouvoir optimiser le temps de calcul et la précision du résultat. Ensuite, au niveau du placement de mes nœuds, mettons que j'ai le système ici, avec un appui là, un effort à cet endroit-là. Si je fais un maillage, par exemple, un peu grossier avec mon logiciel, et que mon logiciel me dit, voilà, on va mettre quelques éléments comme ceci, triangle, pour représenter mon système, qu'est-ce qui va se passer au niveau du calcul? Ça va s'afficher comme ça à l'écran. Eh bien, en réalité, au niveau du calcul, donc je redessine le système tel qu'il est représenté, voilà, eh bien, il va venir décaler l'effort au niveau des nœuds. Donc très certainement ici, il va mettre la moitié de l'effort là, et l'autre moitié de l'effort dans cette zone-là, et ensuite les appuis, il va les mettre au niveau des nœuds. Il n'est pas capable de mettre ce que l'on appelle les conditions aux limites du système, conditions limites en effort, conditions limites en déplacement, ailleurs que sur les nœuds de son maillage. Donc forcément, il va devoir opérer des choix, et de ce fait-là, eh bien, le résultat du calcul qu'il va y avoir là sera forcément éloigné avec la réalité qu'il y a là. Et ça, c'est vrai dans pas mal de logiciels de simulation. Par exemple, dans des logiciels de simulation fluidique, il faut faire attention parce que le fluide arrive au niveau des nœuds de mon maillage. S'il n'y a pas de nœud à l'endroit où vous voulez vraiment faire arriver le fluide, et bien le fluide va se comporter de manière différente, il va arriver sur les côtés. Et ça va vraiment venir perturber ce que vous allez mettre. En termes de conditions limites, eh bien, au niveau des nœuds, on va avoir des efforts. Donc, si on veut des pressions, eh bien, on va mettre des efforts en différents points, tout simplement. Si je veux une pression sur la surface, en réalité, il ne va pas mettre une pression, le logiciel, il va mettre un effort sur chaque nœud qui va venir déduire en fonction de la valeur de la pression et de la surface que vous allez avoir. Et au niveau des conditions limites en déplacement, comme il s'agit de nœuds, alors maintenant, les logiciels ont des choses un petit peu plus évoluées. Comme il s'agit de nœuds, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire le logiciel? Il va pouvoir interdire les déplacements X, Y et Z, et il va pouvoir éventuellement interdire les rotations sur les différents axes. Donc il va pouvoir interdire les 6 degrés de liberté de ce nœud-là. Alors ce qui fait, quand je vous disais que maintenant ils font des choses un petit peu plus évoluées, les logiciels, ils sont capables d'interdire les déplacements de différents nœuds qui appartiennent à une même surface pour venir imposer par exemple un glissement surfacique. Par exemple, dire que si j'ai un cylindre comme ça, eh bien, il est capable de dire que les nœuds qui constituent les faces de ce cylindre-là auront un déplacement qui va être selon un arc de cercle, comme ceci, qui aura comme pivot central le centre de mon cercle. Donc il va venir combiner un petit peu les différents déplacements pour dire je peux tourner mais selon cet axe-là et pas simplement me translater et tourner autour d'axes qui ne m'intéressent pas particulièrement. Dernière chose au niveau des conditions limites en déplacement pour un calcul de mécanique du solide, il est important que mon solide ne puisse pas se déplacer. C'est-à-dire qu'une fois que je mets les conditions limitées en déplacement, il est important que le solide soit complètement isostatique.
ou hyperstatique si vous voulez, mais en tout cas statique, qu'il ne puisse pas aller à gauche ou à droite. Ça, c'est interdit, même si l'effort n'aurait pas tendance à le faire bouger, parce que sinon, eh bien, la simulation risque de planter, c'est-à-dire de ne pas être conduit, ou alors, des fois, maintenant les logiciels sont plus permissifs, la simulation sera conduite, mais on aura des résultats vraiment particuliers, enfin plutôt aberrants au niveau des déplacements, parce que la poutre, tout d'un coup, il va nous la mettre à gauche, il va dire, bah, tiens, j'ai des très grands déplacements. Dernière chose à voir, ça va être ce qui s'appelle les symétries du modèle. Je vais avoir des symétries en termes de chargement, comme ici, et des symétries en termes de géométrie. Effectivement, là, cette poutre est complètement symétrique, c'est-à-dire que plutôt que faire le calcul comme ça, eh bien, je pourrais très bien couper la poutre en deux, ici, et venir en simuler que la moitié. Si j'en simule la moitié de cette poutre au-dessus et que je la coupe en deux, il faut que l'effort, je le divise par deux, j'ai mon appui, mais surtout, je représente les triangles hein, par exemple d'une simulation, mais surtout que les nœuds qu'il y a ici sur le côté aient des glissements surfaciques, c'est-à-dire qu'ils puissent être bloqués comme si on avait un appui plan ici à l'endroit où j'ai coupé ma géométrie. Quel intérêt on va avoir d'exploiter cette symétrie, c'est-à-dire de conduire ce calcul-là plutôt que ce calcul-là? Eh bien c'est simple, j'aurai 2 fois moins de triangles, donc mon temps de calcul sera d'autant plus faible. Comme le temps de calcul sera plus faible, soit ça m'intéresse parce que j'irai plus vite, soit je vais pouvoir densifier, c'est-à-dire rajouter des éléments et obtenir du coup de meilleurs résultats. Juste, il faut faire attention à ce que le modèle soit bien symétrique d'un point de vue des efforts et de la géométrie. Il ne faut pas oublier, si vous coupez la poutre en deux, eh bien sûr de diviser les efforts en deux. En tout cas, les efforts qui sont au plan de symétrie. Voilà, cette vidéo sur les éléments finis est terminée. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Qu'il y avait différents types d'éléments, des éléments surfaciques, triangle, rectangle, etc., des éléments volumiques, tétraèdres, quadrangles, des éléments poutres aussi, ça sera plus rare, vous utilisez ça dans vos simulations. On a vu que dès qu'on voulait avoir quelque chose de précis, il fallait augmenter le nombre d'éléments. On pouvait augmenter localement le nombre d'éléments si ça m'intéressait. Enfin, on a vu qu'au niveau des efforts qu'on en avait à avoir sur la poutre et au niveau des appuis, ils allaient forcément être au niveau des nœuds de mes éléments, c'est-à-dire les sommets de mes éléments. Donc il fallait faire attention à les avoir aux bons endroits où vous vouliez vraiment appliquer ces conditions aux limites. Et enfin, pour terminer, on a vu qu'on pouvait exploiter les symétries du modèle, c'est-à-dire couper le modèle en deux au niveau de son plan de symétrie. Et par contre, il fallait dans la simulation pas oublier de diviser les efforts par deux, hein, si les efforts étaient coupés, et de rajouter des conditions limites en déplacement surfacique, comme si c'était des appuis plans à cet endroit-là. Et la totalité de la simulation va se dérouler de la manière absolument identique. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Bonne révision!